Des paysages grandioses, des plaines immenses qui se marient aux derniers sommets enneigés de la cordillère des Andes. C'est la Terre de Feu. Pour la plupart des voyageurs, cette île, située à l'extrême pointe de l'Amérique du Sud, symbolise la terre du bout du monde. Ushuaia, la capitale argentine de la Terre de Feu, s'étire nonchalamment sur les bords du canal de Beagle. Née il y a moins d'un siècle, la colonie pénitentiaire a bien changé. Après avoir décimé les Indiens Yamana qui vivaient sur ces terres depuis des millénaires, éleveurs de moutons, chercheurs d'or, aventuriers en tout genre, ont forgé peu à peu cette ville pionnière qui abrite aujourd'hui près de 50 000 habitants. Les éleveurs de moutons ont aujourd'hui cédé la place aux pêcheurs. Dans les eaux froides et riches de l'Atlantique et du Pacifique Sud, ils puisent les milliers de tonnes de poissons qu'ils exportent vers Buenos Aires, l'Europe ou le Japon. Destination à la mode, Ushuaia attire toujours autant les randonneurs venus découvrir le parc national de Terre de Feu que les simples touristes. Mais depuis quelques années, Ushuaia ne se contente plus d'être seulement la ville la plus australe du monde. Elle est devenue également le port de départ vers une destination encore plus extrême. Une destination fascinante parce que très difficilement accessible. L'Antarctique. Le Diamant est un petit paquebot habitué des fjords chiliens et de la Terre de Feu. Mais pour la première fois, le commandant va mettre le cap sur l'Antarctique. Quittant Ushuaia, nous progressons au milieu du canal de Beagle qui sépare l'Argentine de la partie chilienne de la Terre de Feu. Entourés de hautes montagnes, nous progressons sur les eaux calmes de cette ancienne vallée glaciaire. Dans quelques heures, nous atteindrons le Cap Horn. Laissant derrière nous la falaise mythique, nous pénétrerons alors les eaux glacées qui séparent l'Amérique du Sud de l'Antarctique. Durant les longues journées de navigation et en attendant de mettre le pied sur le continent antarctique, les conférenciers informent et sensibilisent les passagers sur toutes les facettes de ce voyage exceptionnel. Humaine en Terre de Feu. Donc voilà une reproduction d'un groupe de ces fameux Indiens Yamana, tels que les explorateurs français, l'expédition de la Romanche en 1882 a pu les observer. Deuxième pilote débarqué!
À la tombée de la nuit, les pilotes embarqués sur le canal de Beagle regagnent la vedette de l'armée chilienne. Nous entrons dans les eaux internationales et leur mission est terminée. Pour nous, c'est le début d'un autre voyage. 2 jours de mer au travers du redoutable passage de Drake. Peu de bateaux se rendent en Antarctique. Ils doivent posséder une coque renforcée, être équipés de Zodiac pour les débarquements, s'assurer le concours de spécialistes de la navigation dans les glaces et de guides spécialistes de l'Antarctique. Mais avant tout, ils doivent respecter les règles fixées par IAATO, l'Association internationale des tours opérateurs de l'Antarctique. La première de ces règles limite à 100 le nombre de personnes admises à débarquer en même temps sur un site. C'est la raison pour laquelle le commandant a réuni dans son bureau le second capitaine, l'officier de sécurité, l'inspecteur de IAATO, mais aussi John, le chef de l'expédition, Marie, la responsable des guides français, et Jérôme, le directeur de croisière. Much of Antarctica isn't really known. La plus grande partie de l'Antarctique n'est pas vraiment connue, même par les capitaines et les compagnies maritimes qui y envoient des bateaux. Il n'y a pas de port, pas d'embarcadère, pas de ville ni de village, rien de tout cela. Il ne reste ici ou là que quelques bases de recherche scientifique. J'ai une grande expérience de cette région. Depuis plus de 15 ans, j'ai exploré tous les recoins, les criques, toutes les îles, et fort de cette expérience, j'aime venir ici avec des voyageurs et leur faire partager tout cela. Même si les navires d'aujourd'hui sont dotés d'équipements et d'une technologie très performants, naviguer en Antarctique demeure toujours une aventure. Nous sommes loin cependant des conditions extrêmes qui accompagnèrent les premières expéditions du Belge Adrien de Gerlache, du Suédois Otto Nordenskjöld, de l'Anglais Ernest Shackleton ou du Français Jean-Baptiste Charcot. On oublie souvent que leurs expéditions se sont déroulées pour la plupart d'entre elles entre 1898 et 1916, c'est-à-dire il y a moins d'un siècle. Mais à cette époque, pour ces hommes d'exception, l'Antarctique était encore un continent vierge, un monde à découvrir. Les premiers hommes à s'intéresser aux régions australes ne sont pourtant ni des scientifiques, ni des explorateurs, mais des chasseurs de phoques et de baleines. Dès le début du 19e siècle, après avoir écumé les côtes sud du Chili, ils s'engagent dans le passage de Drake, ouvrant ainsi l'une des 3 routes d'exploration de l'Antarctique. Les routes les plus naturelles pour accéder au continent antarctique dans l'histoire de la recherche et de la conquête, ça a été d'une part la route à partir de la Nouvelle-Zélande pour arriver en mer de Ross. Je pense aux explorateurs Scott et Shackleton. Il y a la route à partir de Hobart en Tasmanie pour atteindre la terre de Wills et la terre Adélie. Et la route sur laquelle nous sommes, qui est la route la plus mythique et la plus ancienne, c'est le passage de Drake. Accompagnés par un balai d'albatros et de pétrels, nous poursuivons notre route au sud. Au milieu du Drake, nous croisons l'Antarctica, l'ancien voilier de Jean-Louis Étienne. Rebaptisé le Tara, il rentre d'une expédition en péninsule antarctique.
cette partie du monde est beaucoup plus difficile à appréhender en termes de navigation pure, hein, vu que le passage de Drake est un passage fort réputé pour la rudesse de sa navigation. Hein. Donc vous avez vu que la météo est vraiment difficilement prévisible, puisqu'on arrive à avoir 2-3 météos dans la journée. Hein. C'est vraiment l'autoroute des dépressions, et c'est quand même un endroit réputé pour sa rudesse dans le monde des marins. Au milieu de la journée, les premières îles de l'archipel des Shetland du Sud émergent de la brume. Venir en Antarctique, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, quoi, puisque c'est le dernier continent, on est sur la route des grands explorateurs, il faut vraiment être très attentif aux glaces, tout ça. Suivre les conseils des Ice Masters, des pilotes des glaces qui sont à bord avec nous. Et c'est vraiment beaucoup plus passionnant qu'une autre navigation, parce qu'on ressent quand même un petit peu une montée d'adrénaline quand on navigue dans ces eaux-là. Voilà. En nous rapprochant des îles, nous croisons une bande de manchots en train de pêcher. Première révélation, ces oiseaux si gauches et maladroits à terre deviennent une fois dans l'eau des nageurs rapides et bondissants. Le premier débarquement est proche. Marie en profite pour rappeler à tous les passagers les procédures IAATO mises en place pour préserver l'environnement. Les opérateurs ont choisi d'adhérer à cette charte du visiteur antarctique pour ne pas risquer d'endommager cet écosystème encore une fois très fragile. Alors, conserver l'Antarctique intacte, ne jeter aucun déchet. Pas question de laisser tomber une peau d'orange, une peau de banane ou des choses comme ça. Donc on est interdit de manger, interdit de fumer en zodiaque ou à terre. Pour des régions déjà d'hygiène, on nettoiera les bottes. Pour ne pas risquer aussi de véhiculer d'une colonie à une autre en transportant d'un des lieux de débarquement à un autre des éventuels germes ou bactéries. C'est pour ça qu'il y aura un bassin désinfectant qui vous permettra de désinfecter vos bottes avant d'aller à terre. Première escale dans l'archipel des Shetland du Sud, l'île des Manchots. Inutile de demander pourquoi les chasseurs de phoques arrivés ici en 1820 ont donné un tel nom à cette île. Pourtant, aujourd'hui, ce sont des otaries à fourrure qui forment le comité d'accueil, mais leur présence sur le rivage rend cette arrivée particulièrement délicate. Le IAATO veille tout particulièrement à protéger les zones de nidation des manchots, des lions de mer, des otaries à fourrure. Nous veillons également à ce qu'une distance de sécurité entre l'homme et l'animal sauvage soit respectée, afin que l'animal garde son comportement naturel, soit pendant la nidation, soit quand il se déplace. Les dégâts engendrés mettraient des années à être rattrapés. Le IAATO veille aussi à ce que personne ne ramasse ni pierres, ni plumes. Les gens ne doivent laisser en Antarctique que l'empreinte de leurs chaussures. Contrairement à l'Arctique, région de glace entourée de continents, l'Antarctique est un continent entouré de glace. Pour comprendre cela, il faut revenir près de 200 millions d'années en arrière. À cette époque, toutes les terres de l'hémisphère sud étaient regroupées en un supercontinent, le Gondwana. Au fil des millions d'années, le Gondwana se disloque. Les continents se mettent à dériver et abandonnent l'Antarctique à son isolement. Ces mouvements de l'écorce terrestre expliquent la présence d'un très grand nombre de volcans en Antarctique.
Avec le printemps, les manchots à jugulaire, reconnaissables au fin trait noir allant d'une oreille à l'autre, reviennent en Antarctique. Sautillant de pierre en pierre, ils grimpent au sommet des promontoires rocheux, leur lieu préféré de nidification. Durant l'hiver, quand la banquise envahit les rivages de la péninsule antarctique, ils nagent vers le nord, parcourant plusieurs centaines de kilomètres à la recherche de leur nourriture, le krill, petite crevette qu'ils ne peuvent trouver que dans les eaux libres de glace. Nous voyons ici des otaries à fourrure. Ce sont les seuls spécimens que l'on trouve sur la péninsule antarctique. C'est la chasse de cet animal qui a entraîné la découverte de cette partie de l'Antarctique, car les chasseurs sont arrivés vers 1820. Ici, il n'y a que des mâles. Ils sont venus prendre des vacances une fois la période de reproduction terminée. Ils étaient fatigués par les femelles et les bébés, alors ils se reposent sur cette île. Nous quittons l'île des Manchots et reprenons notre route. Longeant l'archipel des Shetland du Sud, nous croisons quelques icebergs. La visibilité est bonne. Les radars n'indiquent rien d'anormal. Pourtant, le pilote des glaces qui fête cette semaine sa 100e croisière en Antarctique sait qu'il ne faut jamais relâcher son attention. Je suis le pilote des glaces. Je donne conseil et assistance aux commandants et aux officiers pour leur indiquer où aller, où jeter l'ancre, comment naviguer entre les glaces dérivantes et aussi les icebergs, surtout les icebergs tabulaires qui se sont détachés de la banquise. Ce sont les eaux les plus dangereuses du monde. À l'Académie navale, je n'ai jamais appris le moindre mot sur la navigation en Antarctique. Tout simplement parce que les professeurs n'y avaient jamais été et qu'il n'y a pas de livre sur le sujet. Je suis venu ici pour la première fois en 1977 et ensuite chaque année je faisais 6 ou 7 voyages d'expédition en Antarctique et finalement au bout de 3 ou 4 ans, je suis tombé amoureux de cette région. En Antarctique, la météo est imprévisible. Le ciel lumineux se couvre brutalement de lourds nuages gris. Après quelques heures de navigation, nous arrivons en vue de l'île Déception. Une île mystérieuse dont le sommet hérissé de pics émerge par instants de la brume.
Pénétrant à l'intérieur de l'ancienne caldeira volcanique, nous découvrons un paysage que l'on croirait sorti tout droit d'un roman de Jules Verne. Sur le rivage de cette île mystérieuse se dressent d'étranges structures métalliques. Rouillées d'un autre âge, elles sont pourtant étonnamment futuristes. Qui a construit cela et dans quel but? Quel cataclysme a provoqué ce spectacle de désolation? Cet endroit est connu depuis 1820 à cause des phoques qui vivaient ici, et puis ensuite vers 1900 à cause de la base baleinière. Au départ, il y avait une industrie baleinière flottante, c'est-à-dire installée sur des bateaux. Mais c'était si peu efficace qu'ils ont décidé d'implanter leur usine à terre. Ils pouvaient ainsi exploiter toutes les ressources de la baleine, depuis l'huile jusqu'aux déchets destinés à la nourriture animale. Comme sur ces photographies prises en Géorgie du Sud, un autre archipel de la région antarctique, des milliers de baleines furent ainsi tuées et dépecées à l'île Déception. C'est finalement l'arrivée des navires-usines au cours des années 1930 qui met un coup d'arrêt à la station baleinière norvégienne de l'île Déception. Les chaudières rouillées où l'on faisait fondre la graisse de baleine ne sont plus que les témoins fantomatiques d'une industrie heureusement révolue. Pendant quelques années, le vent et les oiseaux furent les seuls à panser les plaies de cette île meurtrie. Mais dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, Anglais, Chiliens et Argentins se disputent l'île et construisent chacun leur propre station météorologique. Comme si la nature avait voulu reprendre possession de son bien, le volcan entre en éruption en 1969. Les bases sont détruites et l'île abandonnée. Chacun s'accorde à faire de l'Antarctique le dernier espace naturel de la planète entièrement protégé. L'escale à l'île Déception n'aura fait que renforcer notre conviction. L'homme est bien le plus dangereux des prédateurs. Et dans les siècles à venir, l'Antarctique devra continuer à se méfier de lui. Nous quittons les îles Shetland du Sud et pendant la nuit, nous faisons route vers la péninsule antarctique. Au petit matin, nous découvrons un autre monde. Des pics enneigés, des glaciers gigantesques. L'Antarctique est là, devant nous, glacial, mais magnifique. Nous sommes actuellement dans l'archipel Palmer, un petit groupe d'îles situé près de la péninsule antarctique. Nous naviguons dans le canal Neumayer, un canal très étroit, bordé de chaque côté de hautes montagnes et de beaucoup de glaciers. Du bateau, nous voyons bien ces glaciers de type Frangin, c'est-à-dire qu'ils sont comme des éperons accrochés au flanc des montagnes.
De temps à autre, de petits, très petits icebergs se décrochent. Les plus gros que nous voyons viennent de bien plus loin, du nord-est, de la mer de Weddell. Ils sont vraiment bien plus gros. Le principal explorateur de la région s'appelle Adrien Gerlach, un Belge. Il est venu ici en 1897 et 1899 et a cartographié toute la région. C'était la première expédition scientifique organisée dans la région de la péninsule antarctique. Au cours de l'expédition à laquelle participe le jeune Roald Amundsen, futur vainqueur du pôle Sud, Gerlach réalise quelques-unes des premières photos de l'Antarctique. Mais parti trop tard, son bateau, la Belgica, est piégé par les glaces pendant plus d'1 an, dérivant de plusieurs centaines de kilomètres. Surnommé le gentleman des mers, Jean-Baptiste Charcot a marqué l'histoire de l'Antarctique. C'est depuis Ushuaia qu'il engage, le 26 janvier 1904, sa première expédition à bord du navire Le Français. Après une longue et difficile navigation le long de la péninsule, il décide d'hiverner dans une anse qui porte aujourd'hui le nom de Port Charcot. Il y effectue de nombreux travaux scientifiques sur le milieu antarctique, observant notamment le comportement des manchots papous et des manchots adélie. Un peu plus tard dans la matinée, nous croisons le brise-glace américain Lawrence M. Gould, qui ravitaille la base Palmer, située au sud de l'île Anvers. Les informations que nous communique la passerelle du brise-glace ne sont guère réjouissantes. Le chenal Le Maire, que nous espérons emprunter demain, est pour l'instant entièrement bloqué par les glaces. En attendant, le bateau a jeté l'ancre devant la base anglaise de Port Lockroy. En réalité, il faut prononcer Locroix. C'est en effet Jean-Baptiste Charcot qui découvre le site en février 1904 et qui lui donne le nom du vice-président de la Chambre des députés, Édouard Locroix, pour le remercier d'avoir facilité son expédition. Bien avant les Anglais, les Français ou les chasseurs de baleines, les premiers et seuls véritables occupants de l'endroit, ce sont les manchots papous. Les papous sont si nombreux que malgré l'Union Jack qui flotte sur son toit, la base a parfois des allures de camp retranché. Et de fait, les Anglais ont capitulé. La base a été fermée en 1962 et n'a rouvert ses portes qu'en 1994 en tant que musée consacré à l'aventure polaire. Cet endroit, appelé Base A, est la première station britannique en Antarctique. Elle existe depuis 1944 et faisait partie d'une opération navale secrète appelée Opération Tabarine. Cette opération avait 3 objectifs. D'abord, l'installation d'une base météorologique et d'un système d'écoute radio. Ensuite, elle devait servir pour la recherche scientifique. Enfin, lorsqu'il y a eu des opérations navales pendant la guerre des Falklands, on pensait qu'il pourrait y avoir des mouvements de bateaux dans les îles du Nord, des navires embusqués pour intercepter des convois venant d'Amérique du Sud. Ils pensaient que cette base aurait un rôle dans l'issue de la guerre. À mon avis, il n'en a rien été. On ne se lasse pas d'observer les manchots. Ils sont si nombreux qu'ils paraissent tous semblables, alors qu'en fait,
ils sont tous différents. On comprend que Marie éprouve une vraie passion pour ces oiseaux singuliers. Durant ce voyage, nous verrons 3 sortes de manchots principaux. Aujourd'hui, ce sont des manchots papous, donc une petite tache blanche et un bec rouge. La première journée, nous avons des manchots jugulaires. Bon, ils portent bien leur nom puisqu'ils ont une jugulaire sur le cou. Et nous verrons à partir de demain des manchots Adélie. Chaque type de manchot a un petit peu ses caractères propres. Le jugulaire a tendance à être plus agressif, être moins nombreux. Les papous à être plus placides, réunis en grands groupes. Donc, mais maintenant, au sein d'une même famille de manchots, il y a les bons parents, les mauvais parents, il y a les parents qui se disputent, il y a ceux qui n'ont pas de scrupules à piquer les cailloux dans le nid du voisin et puis le ramener chez soi. Il y a un petit peu tous les schémas possibles et c'est une véritable petite communauté humaine en caricature. Les manchots n'ont jamais été trop chassés par l'homme puisqu'il n'y a pas d'hommes ici. Les seuls hommes qui vivent de façon semi-permanente en Antarctique ce sont des scientifiques, donc qui ont toutes les bonnes raisons pour les respecter. Et les seuls manchots qui ont été chassés, c'était par certains explorateurs, donc très ponctuellement, sur une période précise, à un endroit précis. Donc ils n'ont jamais eu à craindre l'homme. Donc il n'y a pas dans leur gène une défense naturelle contre l'Homo sapiens. Nous avons repris notre route sur le chenal Neumayer. La volonté du commandant est de conduire son bateau le plus loin possible. Mais les prévisions météo ne semblent pas très rassurantes. Nous progressons au ralenti. La masse de Bourguignon, petit bloc de glace dérivant à la surface de l'eau, est de plus en plus dense. Sur la passerelle, la tension est palpable. Nous approchons de l'entrée du chenal Lemaire. Et devant notre ligne d'horizon, nous avons ce que nous appelons une ceinture de glace, poussée par le vent à la surface de la mer gelée. Maintenant, je vais regarder s'il y a une chance de passer. Je cherche l'endroit où c'est le plus facile. Entre ces deux petits icebergs. À tribord, à tribord, tribord. Stoppez les machines et appelez le commandant. Dites-lui que nous avons une barrière de glace devant nous.
Nous avons navigué vers le sud par le chenal Neumayer pour atteindre le chenal Lemaire, l'un des endroits les plus beaux de l'Antarctique. Depuis plusieurs jours, nous avons reçu des rapports signalant beaucoup de glace. Et sans rapport depuis hier, nous voulions voir par nous-mêmes. Comme vous le constatez, il y a trop de glace pour notre bateau. Et nous ne pourrons aller au chenal Lemaire. Nous avons donc pris la décision de faire demi-tour vers le nord, vers Paradise Bay et Nico Harbour, afin que nos passagers puissent profiter d'une navigation spectaculaire et nous débarquer plus tard sur le continent antarctique à Nico Harbour. Après avoir fait demi-tour et mis le cap au nord, nous progressons désormais sur une mer à nouveau libre de glace. Le soleil qui perce au travers des nuages laisse apparaître un paysage grandiose. Devant un tel spectacle, la déception de n'avoir pu atteindre le chenal Lemaire est vite oubliée. Nico Harbour est un site fantastique, mais qui implique un balisage très rigoureux. Les chemins des passagers ne doivent en aucun cas entraver la progression des manchots vers la mer. Non, il y a trois spots, la cabane, en haut de la colline, et là l'extrémité avec les cormorans. Ok. Quand ils vont grimper, il y aura des manchots des deux côtés. Il faut qu'ils passent là où il y a le petit passage, entre les rochers. C'est l'endroit le plus sûr, le plus à l'écart possible des manchots. Il faut éviter qu'ils grimpent là où ils sont. Nico Harbour est l'occasion d'approcher de près quelques espèces de phoques. Certains sont pacifiques, comme le phoque de Weddell, qui se nourrit essentiellement de poissons et de crustacés. D'autres, à l'image de ce léopard des mers, sont de véritables bêtes féroces. Avec sa puissante mâchoire armée d'incisives, il s'attaque aussi bien aux phoques qu'aux manchots. L'Antarctique constitue la plus grande réserve d'eau douce du monde. Aussi, les questions concernant le réchauffement de la planète ou la fonte des glaces sont-elles sur toutes les lèvres. Mais tout d'abord et plus simplement, pour quelle raison la glace est-elle bleue? L'eau est toujours bleue, mais habituellement, il s'agit d'une très légère réflexion. D'autres choses interfèrent. Par exemple, dans l'océan, si vous allez sous les tropiques, l'eau paraît très bleue parce qu'il n'y a pas de plancton, et donc rien pour la colorer. Généralement, dans cette région, l'eau ne paraît pas bleue parce qu'il n'y a pas beaucoup de krill, de plancton, ni même de phytoplancton.
L'eau et la glace reflètent seulement une faible quantité de la longueur d'onde bleue. La plupart des longueurs d'onde sont absorbées par la glace et deviennent invisibles. Cependant, celle qui correspond à la couleur bleu-verte échappe en partie à cette règle et devient de ce fait visible par notre œil. Il existe deux méthodes pour étudier les glaciers. L'une d'elles est le forage en profondeur, comme on le fait pour la prospection pétrolière. Sauf qu'ici, on perce la calotte glaciaire. Cela nous donne des informations sur la nature de la glace existant il y a plusieurs centaines de milliers d'années. Grâce à des prélèvements, nous pouvons savoir quel était le climat durant une année bien précise, mais il y a des centaines de milliers d'années. Tenez, regardez, une petite chute de sérac. La houle provoquée par la chute de ces quelques morceaux de glace nous laisse imaginer la hauteur de la vague que provoqueraient d'énormes icebergs se détachant du glacier. À moins d'être une mouette et de pouvoir s'envoler, mieux vaut ne pas être sur la rive opposée. Dans la région de la péninsule antarctique, qui représente en réalité une toute petite partie de l'Antarctique, on a observé un léger réchauffement et une régression des glaciers, qui deviennent donc de plus en plus petits. Mais le vrai problème se situe au niveau de la mer, car la quantité d'eau gelée baisse. Bien que nous ayons un été très froid cette année, la mer a moins gelé que prévu. Mais dans l'Antarctique, en général, les scientifiques s'accordent pour dire qu'à l'est, où se situe l'essentiel de la calotte antarctique, le froid est plus important et les glaces progressent. Cette journée qui avait commencé dans l'inquiétude s'achève en apothéose. Les rayons du soleil couchant illuminent les montagnes et le front des glaciers qui bordent le détroit de Gerlach. Au sourire des passagers qui l'accueillent au salon, le commandant sait déjà que la croisière est un succès. Une fois encore, l'Antarctique a tenu toutes ses promesses. En dépit du ciel gris et de la brume qui bouche l'horizon, cette dernière journée de navigation le long de la péninsule antarctique nous réserve une nouvelle surprise. Pour la première fois du voyage, nous naviguons au milieu d'un grand nombre d'icebergs tabulaires. Ces icebergs au sommet plat et aux parois abruptes ne sont pas des morceaux de glacier tombés à la mer. Ils proviennent en fait de l'immense plateforme glaciaire que constitue la mer de Weddell. Poussés par les courants, ils se détachent de la plateforme, dérivent et viennent encombrer les routes situées au nord de la péninsule. Certains de ces icebergs, dont les 4/5 sont immergés,
peuvent atteindre plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de kilomètres carrés. Au milieu de la journée, nous arrivons en vue de la base argentine d'Esperanza. C'est en 1903 qu'Esperanza entre dans l'histoire. 3 hommes rescapés de l'expédition du Suédois Nordenskjöld, dont le bateau a été broyé par les glaces, séjournent tout un hiver dans cette cabane en pierre avant d'être sauvés. Les véhicules disposés près de la cabane sont là pour glorifier la fondation de la base par les Argentins en 1952. Depuis cette date, les Argentins se considèrent ici non pas comme en Antarctique, mais bien comme en Argentine. En ce moment, il y a 85 personnes qui vivent à la base. 30 sont des scientifiques. Les autres sont des militaires avec leurs familles qui assurent la partie logistique. La particularité de cette base est que nous avons 9 familles et 15 enfants qui vivent ici, en Antarctique. Cela donne un style particulier, d'autres types d'activités. Nous avons une école et 2 instituteurs venus de Terre de Feu, et les enfants de plus de 12 ans suivent des cours par Internet. Les premiers Zodiacs à peine arrivés au ponton, une impressionnante dépression s'approche de la baie. Ouais, mais là on dérive beaucoup, là. Il faudrait que je puisse rapidement manœuvrer, là. Ok, on le fait partir, Ok. La dépression se fait de plus en plus menaçante. Le commandant décide donc de rappeler à bord tous les passagers. On ne peut pas évoluer, disons, de la manière la plus sûre dans ce point-là où nous sommes. Hein. Il y a beaucoup de glaces dérivantes, des icebergs qui viennent sur nous. Nous dérivions de manière vraiment surprenante sur les récifs. Là. Donc il faut être en permanence paré à manœuvrer. C'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure, d'ailleurs, depuis qu'on est arrivé. On met toutes les 10 minutes, on remet en avant pour pouvoir assurer la sécurité du bateau, quoi. Après 1 heure d'attente, la dépression s'éloignant, les passagers peuvent retourner à terre en toute sécurité. Pour l'Argentine, la signature du traité de l'Antarctique signifie principalement se mettre d'accord avec tous les autres pays qui ont des bases en Antarctique pour donner un cadre légal à notre activité. Après l'année géophysique internationale de 1958, l'Argentine a signé ce traité. Parmi les pays signataires, 7 pays, dont l'Argentine, ont réclamé des territoires. L'Argentine se plie à toutes les règles du traité, sans pour autant renoncer à réclamer sa souveraineté sur ce territoire.
Les Skuas sèment la panique. Habituellement charognard, il tente ici d'isoler du groupe l'un de ses membres un peu plus faibles ou simplement blessé. Le traité de l'Antarctique signé en 1959 a garanti jusqu'à aujourd'hui la protection de ce continent unique. L'un des principes les plus importants interdit toute exploitation industrielle. Mais face au développement de nos sociétés, les hommes seront-ils assez sages pour épargner ce continent? Protéger l'Antarctique, qui renferme 90% des ressources d'eau douce de la planète, constitue sans doute le principal défi pour les siècles à venir.